Il est avocat de la défense. Il a été impliqué dans plusieurs causes impliquant, entre autres, les motards criminalisés. Maître Vincent Montmigny. Maître Montmigny, bonjour. Bonjour Stéphane. On s'entend-tu pour Vincent? On s'entend pour Vincent. Bon, c'est le fun de te recevoir. Quand tu vois la guerre reprendre actuellement, est-ce que ça te rappelle des souvenirs de l'époque des motards? J'ai travaillé dans le procès des Sharks, c'était le procès des motards qui visait la guerre qu'il y a eu entre 1994 et 2002. En ce moment, ça ressemble à un début de quelque chose également. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu par contre. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est un très petit groupe qui va contre l'ordre établi, et l'ordre établi est quand même une multinationale internationale. Donc, la personne dont on parle souvent, qui s'est relevée devant eux, a quand même beaucoup de courage et ou de folie, ou d'inconscience. Ouais. C'est un jeune. On se rappelle tous qu'entre 20 et 30 ans, il n'y a rien qui peut nous arriver. À 40, tout arrive. Ouais. Je vois ça un petit peu comme ça, mais c'est inquiétant aussi parce que ça met de la violence dans la rue. Quand la violence est criminelle sur criminelle, les citoyens, ça leur dérange moins. Lorsque la violence va dans la rue parce qu'il y a des fusillades, il y a des explosions, je fais référence, mettons, à la guerre des motards, oui. La pression politique et médiatique s'était mis lorsqu'un petit garçon, Alexandre, là, dont je vous Desrochers, le Jeep avait explosé à côté, là, ça a été plus possible. Là, le monde s'en sont mêlés. Donc, tant que ça reste entre eux, c'est pas si pire. Mais là, quand c'est out in the open, ça fait peur aux gens. Est-ce que... Là, toi, tu es avocat de la défense. Oui. À ce moment-là, tu as représenté donc des méchants, j'imagine, oui. Mais eux sont dans un clan. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas de code d'éthique, malgré que ce soit des criminels. Tu sais, à l'époque, oui. Entre les Hells et les Hawks, malgré qu'il y a eu des victimes collatérales, comme on vient de l'expliquer, il y avait quand même un certain code d'éthique. Il semble, en 2024, n'en avoir aucun. Est-ce que être avocat de la défense d'un des deux gangs, mettons, voyant qu'il attaque à peu près tout le monde du gang opposé, puis que la femme ou pas soit dans le pick-up, il s'en sac, est-ce que tu serais hésitant à choisir des causes représentant l'un des deux groupes? C'est difficile de représenter... C'est pratiquement impossible de représenter les deux groupes. Au départ de tout ça, l'été dernier, il y a eu des gens qui avaient dans leur pratique des belligérants qu'on pouvait pas s'imaginer, qui seraient antagonistes à un moment donné. Moi, j'avais eu une affiliation qui était constante, donc j'ai pas pris personne d'autre dans l'autre gang, si tu veux. Oui. Tu étais du côté Hells Angels. Moi, j'étais du côté Hells Angels, mais j'ai eu de la pression aussi là, par rapport à ça. Là. Pas de mes clients, mais de d'autres. Il y a des avocats qui ont eu de la misère à dire, ben toi, faut que tu t'en ailles parce que tu peux pas avoir deux personnes qui veulent se tuer dans ton bureau. Là. Je comprends. Mais en même temps, en représentant les Hells, est-ce que ça pourrait t'amener des problèmes personnels? Tu sais, parce qu'ils ont tellement pas de code d'éthique. Ben, mes clients, moi, j'ai toujours une bonne relation avec eux. J'ai la chance de pouvoir choisir mes causes. Fait que dès que je vois que quelqu'un est toxique et que ça marchera pas, je lui dis non. C'est ça le seul luxe d'avoir 20 ans de pratique. Les jeunes n'ont pas le choix, ils prennent tout ce qui passe, puis ils se laissent driver un peu par le client. Moi, quand je vais chez le dentiste, c'est pas moi qui dis quoi faire. J'ouvre ma bouche, je le laisse travailler, puis je lui donne ce qu'il me demande. Si je suis pas content, je ferme ma bouche, je vais ailleurs. C'est l'exemple que je donne à mes clients. Si ça marche pas, puis tu veux prendre le lead de ton dossier, t'es bienvenu à participer, mais c'est pas toi l'avocat, c'est moi. Et quand je vois que ça marche pas, tout de suite, là, je mets les breaks, puis je dis écoute, non. Je vais te référer. Tu as cette belle liberté-là. J'ai cette belle liberté-là maintenant, après 20 ans, de pouvoir, quand je vois que des causes, là, les expectatives du client sont beaucoup trop élevées, irréalistes, moi, c'est là que j'interviens. Moi, je me fais souvent dire, t'es le gars qui garantit le moins des affaires. Pourtant, je livre la marchandise parce que je veux pas vendre du rêve. Dans mon domaine, il y en a beaucoup des vendeurs de rêve. Donc, t'es comme moi, t'aimes pas la pression parce que de promettre quelque chose, c'est ça. Moi, je déteste m'être commis puis être pogné avec ce que j'ai dit, autant dans ma vie. Il n'y a rien de pire qu'organiser une date 3 semaines à l'avance. C'est sûr, ça me tente pas d'y aller. Ça me tentera pas. Là, ce qu'on fait d'avance, c'est qu'on essaie de prévoir qui va être un peu toxique ou non. Moi, j'ai cette chance-là. Mais souvent, il arrive des accrochages. Puis quand on a un accrochage avec un client, c'est en droit corporatif. Tu as un accrochage avec un autre avocat en droit corporatif. Tu as un accrochage avec un propriétaire d'entreprise. Moi, quand j'ai un accrochage avec quelqu'un qui est potentiellement dangereux, ou du moins qui a un potentiel de danger. Donc, il faut que tu fasses attention. Là. C'est pas la bonne place pour envoyer promener tout le monde puis de penser que c'est toi là, qui roule tout. Toi, tu es un outil du système.
t'as le droit à ton style. Moi, mon style, les gens le connaissent. Tu peux pas vraiment m'empêcher de dire ce que je veux dire tant que c'est dans ton intérêt. Mais c'est ça, c'est tout l'aspect. Quand il y a un problème, ben là, t'as quelqu'un, tu sais, de potentiellement problématique devant toi. Est-ce que tu as déjà dû regarder sous ta voiture? Non. Ou dire à table, on prend les dons aujourd'hui? Non, jamais, parce que je vends pas de promesses. OK. Je me fais souvent dire que je suis un des gars qui garantit le moins, mais qui livre le plus. C'est-à-dire que jamais je vais te vendre quelque chose tant que je suis pas sûr à 100%. La raison est simple. Si je te dis que ça vaut 5 ans, là toi, tu te fais l'idée 5 ans. Là, je t'arrive, c'est 6. Là, tu as 1 an pour m'haïr de plus. Là. C'est ça. Alors que si, au départ, je t'ai dit ça vaut autour de 5-6, puis que je t'ai 4, là, tu vas être content. C'est ça. Fait que c'est beaucoup plus confortable dans ta pratique de vendre, non pas de la peur, de vendre un résultat X plutôt qu'en promettant un que tu n'as pas encore. OK. Le petit Vincent Montmigny, lui, à quel âge il rêve de devenir avocat? Bien, tard. Ah ouais, OK, c'était pas tout petit. Non, c'était un bum, lui, au départ. J'avais pas prévu de faire de grandes études non plus. OK. Ma soeur a fait un cours en droit. Elle me dit, écoute, c'est un super bon cours. C'était pas super difficile dans ce temps-là. Il n'y avait pas de cotère à tout casser. C'était pas l'élite qui réussit à rentrer en droit. Là. Je pense que maintenant, c'est plus difficile. J'ai dit, écoute, je vais faire un bac, puis je verrai ce que ça donne. J'ai eu certains soucis qui m'ont fait rencontrer un avocat, puis j'ai vu sa job. J'ai vraiment aimé ça parce que t'as beau vouloir, moi, rendu au barreau, là, je savais que c'est le droit criminel qui m'intéressait. J'avais touché un petit peu à ça par l'avocat que j'avais rencontré. Mais comment tu te fais une pratique? Tu peux pas attendre que ton oncle pète une ballonne. Là. T'auras pas une grosse année. Là. Comment ça commence ton un coup oncle, sur le fort, tu fasses un dé, là, ça ballonne aussi. Là. Ouais. Tu feras, comment commencer une pratique? Ben, c'est que soit que tu es déjà un peu dans le milieu puis que là, tu te dis, ben là, je suis rendu votre avocat, ou du moins que tu as des gens proches de toi qui peuvent te faire des référés parce que ta pratique, il faut qu'elle commence quelque part. Et malheureusement, les jeunes, moi, je pense que je fais partie de la dernière avocat qui a été mentoré. Moi, j'ai été mentoré par 2 avocats différents, plus vieux. J'ai tout sans travailler dans leur bureau nécessairement. En travaillant dans leur bureau. En travaillant dans leur bureau. Ou en entretenant des relations d'affaires proches. Puis j'ai tout pris de ce que je pouvais prendre d'eux autres. Là. J'aurais pris toute leur expérience, je l'ai mangé. Tous leurs mauvais moves, je les ai pris pour pas... J'en leur fait quelques-uns de leurs mauvais moves aussi. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris. Maintenant, malheureusement, c'est plus comme ça. Avant, tu suivais quelqu'un, un bonhomme ou une madame, puis quand elle prenait sa retraite éventuellement, tu prenais sa pratique. Donc, tu devenais autonome dans ta pratique, pas plus vers 45 et plus que vers plus tôt. Moi, à 32 ans, j'avais une pratique qui roulait, j'étais dans Sharks. Okay. C'est parce que je connaissais du monde, puis le nom est parti vite, puis ça part assez vite, une roue qui tourne. Sauf que ça s'arrête assez vite aussi. Il y a un saying qui dit qu'on est juste aussi bon que notre dernière cause. Tu sais, t'as beau faire des causes à tout casser, t'en perds une, c'est de celle-là qui parle. Pourquoi, comme aux États-Unis, on n'a pas ta face sur un panneau de bord de route ou à la radio? Vous avez des problèmes, maître Montmigny est là pour vous aider. T'en as eu des publicités? J'ai le goût de te poser la question pourquoi j'en ai pas de pub ici, Stéphane. Non, mais j'en ai dans les toilettes des restaurants. Okay. Dans beaucoup, beaucoup de restaurants. Okay. Je suis très proche du restaurateur à Québec. C'est une bonne niche pour moi aussi. Je fais beaucoup de facultés affaiblies, etc. Là, donc, ça me permet d'être bien reçu par mes collègues. ton porte-parole. Mes collègues, je suis bien reçu par mes collègues restaurateurs, c'est quand je les aide. Donc, j'avais des pancartes, j'ai même eu des cartons d'allumettes. C'est très marketing, là, ailleurs un peu. Le barreau n'aimait pas particulièrement ça. J'en avais, il y a un film qui s'appelait Straight Outta Compton, qui est l'histoire du gangster rap aux États-Unis. Bon, mais le logo, c'était Straight Outta Compton. Je disais, wow, le logo, il flash. Je dis, moi, je vais faire Straight Outta Prison. OK. J'ai fait des allumettes Straight Outta Prison. Le barreau m'a appelé, ils n'ont pas aimé ça. Unicanva lui fait straight out les mines. C'est difficile. J'en ai fait d'autres. J'ai fait un mugshot. T'as des ennuis, appelle Maître Montmigny. Okay. Ça avait vraiment marché là, comme campagne de publicité. Je travaille sur un autre en ce moment. Je suis chanceux, je peux me payer un petit budget de publicité. Mais en même temps, ça roule quand même à cause de la notoriété et des années. Mais je comprends que lorsqu'on sort d'université, ce qui est inquiétant, c'est de bâtir cette pratique-là. Est-ce que le chemin le plus facile, je ne sais pas, puis je veux pas être péjoratif envers personne, est-ce que le chemin le plus facile n'est pas de devenir avocat de la couronne? Parce que là, tu travailles pour l'État, c'est plus stable? C'est plus safe. Je te dirais que beaucoup du DPCP, maintenant, je vais déposer une statistique là, qui n'est pas prouvée, mais que je pense que je suis pas loin de la vérité. 80% des membres du DPCP sont des membres féminins maintenant. Okay. Isabelle pourra me le dire, là, c'est rendu... Moi, je pense que t'es pas loin de les universités sont pleines de filles en droit. Ah oui, en droit et en médecine, là, c'est
C'est barré. On n'a plus nos places. Non, Parce c'est qu'il y ça. a des conditions au DPCP qui permettent d'avoir une vie de famille Non, et tout exact. ça. Vous autres, les Nous autres, avocats de défense, quand les filles partent pour avoir un bébé, elles reviennent mon associé 4-5 mois. Là, Julie, je pense qu'elle était à 3 jours d'accoucher, elle était encore à la cour, puis elle est revenue 10 jours après avoir accouché. On n'a pas de fonds de pension non plus. Au jour le jour, on peut avoir l'air de faire un bon train de vie. Oui, quand ça rentre, là, puis ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, c'est des beaux taux horaires. Sauf que de prévoir une retraite, ils disent que ça prend 2 millions pour une retraite. Là, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Là, je suis loin de ma retraite, moi. Malgré que tu fais de l'argent, parce que ça coûte cher être avocat. Ça coûte cher un local, ça coûte cher d'assurance, ça coûte cher de publicité, ça coûte cher de plein d'affaires être avocat. Fait que le monde, il voit, mettons, 400$ de l'heure. Sur ce 400$-là, il y a peut-être 200$ qui vont dans mes poches. Là. Tout le reste, c'est soit des impôts, soit des frais, soit plein de choses comme ça. Fait que c'est pas... Moi, on me dit 500$ de l'heure à 60 heures semaine. Si tu vas faire 30 000$ par semaine, t'es-tu malade? Est-ce que quand tu es dans une cause criminelle, tu l'haïs, l'avocat, l'autre bord? Non. C'est pas un combat de boxe. Non. C'est un combat, mais fair. C'est un combat, je te dirais que c'est de l'escrime. Combat de boxe, c'est plus brutal. L'escrime, c'est plus élégant. Les juges, je les laisseraient pas là, se tapocher puis se faire des œils blancs. Puis ça, il y a déjà eu un temps là, que il y avait des avocats un peu plus mal engueulés, puis ça passait parce que c'était des figures notoires, mais là, ils ont tous pris leur retraite. Là. Il y a un décorum à la cour, puis c'est pas la place pour parler mal, mais c'est une joute, là, clairement. Là. Je veux dire, lui, il a un intérêt, il veut condamner mon client, moi, je veux acquitter mon client, ou du moins minimiser les conséquences de son geste. Mais c'est tout le temps les mêmes procureurs, ou à peu près, qui font les mêmes genres de dossiers. Donc, moi, je fais affaire avec les 4 mêmes à peu près tout le temps d'habitude. On garde même... Toi, tu es en joute toujours contre à peu près les mêmes avocats. À peu près les mêmes procureurs, ceux qui font des stupéfiants, ceux qui sont assignés aux escouades spécialisées, etc. Moi, je fais pas d'agression sexuelle, je fais pas de dossier de pédophilie, etc. Donc, toute cette strate-là du DPCP, je les rencontre jamais. Moi, je rencontre seulement ceux qui sont au bureau de la grande criminalité. Et puis, on garde des comptes aussi. Là, qui a gagné plus de fois, là, puis qu'on est tout le temps contre, là, on se garde des comptes. Là. Ah oui, il y a des statistiques. Là, ça, moi, comme dans une ligue de garage, je marque mes points dans la porte de garde-robe. On se garde des comptes où tu n'as aucune chance de gagner ça. Parfait, on verra. Moi, il y a un avocat vraiment connu qui m'avait dit dans le passé, Jacques Bouchard, il est décédé maintenant, il m'avait dit, t'es pas un vrai avocat tant que t'as pas gagné 10 causes perdantes puis t'as pas perdu 10 causes gagnantes. OK. 20 ans plus tard, je peux vous le dire, là, c'est vrai. Dans les deux cas, t'as atteint la statistique. Tu peux pas arriver à la cour et dire si tu gagnes, c'est sûr. C'est ça. Il va arriver de quoi, là, puis... Qu'est-ce qui fait, Vincent, que tranquillement, t'as aimé ça, faire du crime organisé? Qu'est-ce qui te plaît dans ce type de pratique-là? La possibilité de faire des plus longs procès, d'exploiter plus les procédures dans un dossier qui est sur l'aide juridique. Tu sais, l'aide juridique, je respecte les gens qui font de l'aide juridique ou qui prennent des moyens juridiques, mais le montant qui est alloué, c'est 550$ pour un dossier du début à la fin. Ça n'a pas de bon sens. Non. Je veux dire, c'est moi qui paye pour ta défense overall. Sauf devant jury, où là, il y a des devant tarifs, jury, où il y a un tarif qui a plus d'allure. Mais moi, j'ai toujours trouvé que ça plaçait l'avocat en conflit d'intérêts. Faire un procès pour 550$ versus te dire que tu devrais plaider coupable, tu vas sûrement l'envoyer vers un plaidoyer de culpabilité et non un procès de 3 jours. Tu vas faire 550 pareil. Ça, moi, j'ai jamais voulu en faire parce que je voulais pas être en conflit d'intérêts versus l'argent versus le client. Dire, ben... Mais tu t'es jamais senti dire, hey, j'aide pas le monde qui n'a pas une scène? Parce que quand pour avoir accès à un mandat d'aide juridique, faut être cassé vrai. Prestataire d'aide sociale ou petit revenu avec des enfants, là, mais tu n'as clairement pas les moyens de te payer un avocat. Si tu es admissible à l'aide juridique, tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. Puis les avocats, c'est souvent un dépôt de plusieurs milliers de dollars au début, là, entre 2 et 10 000$ de dépôt. C'est des montants qui sont inconcevables pour ces gens-là. Mais comment ça peut être ça, 2 à 10 000, mettons, pour quelqu'un de normal, mais quelqu'un d'un mandat d'aide juridique, alors que le crime est similaire, ou l'accusation est similaire, l'autre, c'est 550. C'est là où ça marche. Tu n'es pas obligé d'accepter un mandat d'aide juridique parce que tu peux faire affaire... Dans le meilleur des cas, tu fais affaire avec le centre d'aide juridique. Donc, ça, c'est des permanents d'aide juridique qui font pas une scène de plus ou de moins d'avoir plus de... Ils ont des salaires. Ils ont des salaires. Eux autres, ils vont prendre le temps de te faire un procès. Parce que pour eux, entre guillemets, tu ne vaux pas 550$. Tu es à travers leur caseload pour lequel ils ont un salaire très intéressant qui suit d'habitude celui du DPCP. Ouais. Fait que ça, c'est bien correct pour ça, pour l'aide juridique. Quand tu prends un privé à l'aide juridique, c'est nécessairement, c'est une business qu'on a. Là. On dit souvent officier de justice. J'en ai un peu, moi, contre cette expression-là. Là, on n'est pas des officiers de justice, on est des hommes d'affaires. On est des femmes. C'est un peu détaché, un peu c'est parce que noble. c'est comme si l'argent n'avait pas rapport dans l'histoire, puis que, tu sais,
Quand tu gradues, ils te donnent 1 million, puis là, tu peux rouler là-dessus. C'est pas ça, on a de l'argent à faire, nous autres, puis il faut qu'on calcule nos coûts, il faut qu'on calcule le profit qu'on fait sur la personne. C'est une vraie business, notre travail, là, je veux dire. Fait que quelqu'un qui vaut 550$, ben c'est pas long que t'as pété son temps. Là. Fait que c'est pour ça, la plupart du temps, c'est du monde qui vont en prendre, qui vont faire du volume d'aide juridique, ce qui va faire que ta journée va être rentable parce que t'en as fait 6-7. Moi, j'aime mieux avoir un client par jour. C'est plus... Est-ce que, des fois, dans la population, comme moi, le monde ordinaire, là, des fois, on a l'impression que si on a besoin de l'aide d'un avocat pour nous défendre, que ça peut arriver qu'il nous appelle ou que les causes soient remis juste parce que c'est plus payant pour l'avocat. Il y a bien du monde qui pense ça. Est-ce que cette pensée-là, c'est un mythe? C'est pas la première fois que je l'entends. Je vous dirais que les reports, c'est une grosse spécialité de la défense, là, mais il y a souvent des raisons à ça. C'est pas rien que parce que c'est plus payant. Je pense pas que c'est bien plus payant. Tu peux charger rien qu'une fois à la cour. Je veux dire, c'est pas une tonne d'argent non plus aller à la cour. C'est payant dans le cadre que quelqu'un, exemple, a été remis en liberté il y a 2 ans. Puis là, tu t'étires. Là, ça fait 4 ans qu'il est dehors. Là, il est dur à rentrer en dedans. Parce que tu dis au juge, mais là, ça fait 4 ans que ce monsieur-là travaille. Et qu'il a fait des erreurs, mais il va payer pour. On ne demande pas de donner un chèque ni de donner un bec. On donne l'emprisonnement dans la collectivité. Mais c'est à double tranchant. Plus longtemps ton gars il est dehors, plus dur il est à rentrer après ça. Parce que, puis chaque fois que tu as demandé une remise, ça faisait pas de problème. Fait que là, pourquoi tout d'un coup, là, le jour de la sentence, et là, il devient méchant? C'est un catch-22. Si ton client, pendant les 4 ans que tu l'as mis dehors, il se fait repogner, il va manger 2 fois à roche. C'est ça, là, que ça va être l'appel, la sentence. Là, ça va être là, il vient de se planter total. Là, il vient non seulement d'avoir une grosse sentence sur son premier crime, mais un autre pour sa récidive. Si tu es en engagement de la cour puis que tu es supposé avoir peur, tu sais, des tribunaux, avant on avait peur de la Bible, maintenant c'est des affirmations solennelles parce qu'il n'y a plus grand monde qui ont peur de peser la Bible. Si ça te dérange pas de violer des ordonnances des tribunaux, ben tu vas te faire payer une belle grosse taxe d'amusement. Comme avocat de la défense, je suis ton client, je suis accusé de trafic de stupéfiants, je t'ai arrêté, je suis arrêté, pas de quantité nécessairement, là, j'essaie de... Es-tu un moteur? Ou non, je suis pas tant connu, mettons. Okay. Là, je te prends comme avocat. Est-ce que, toi, tu veux savoir si oui ou non, je suis un trafiquant de drogue? Je te faisais signe de la tête de non. Une fois qu'on a demandé à notre client, si on a reçu une confidence de notre client ou qui nous a dit, écoute, c'est moi qui l'ai fait, selon nos règles de pratique, on n'a pas le droit de le faire témoigner. Parce que dans le fond, tu l'incites à se parjurer. T'es peut-être bien le seul qui le sait. Hey, ça, j'ai jamais vu ça sous cet angle-là, je comprends. T'es peut-être bien le seul à qui il l'a dit, mais toi, tu le sais quand tu fais entendre ton témoin. Puis ça veut dire que quand tu le prépares à mentir. Fait que ça c'est la ligne que t'es pas supposé aller. Meilleure façon de jamais traverser cette ligne-là, fais pas témoigner tes clients. Pose pas cette question-là. Je pose pas cette question-là. Moi, quand le client arrive, je dis, je me bats pas contre ce que tu me dis, je me bats contre ce que la preuve de la couronne a dit. Moi, je leur donne la preuve, puis je dis, moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans. Au lieu de dire, en début de pratique, je le faisais souvent, dis-moi ce qui est arrivé. Puis le 3/4 du temps, ben, ça me mettait dans une drôle de situation parce que là, j'avais dans mes notes que si le client m'a dit que là, sacrément, ça marchera jamais mes affaires dans. Fait que là, de fil en aiguille, je vais leur demander des précisions sur la preuve, je leur donne leurs preuves, je leur dis, gars, on se bat pas contre ce que tu as à me dire, on se bat contre ça. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ça? Fait que, puis Isabelle te le dira, sauf quand je fais des représentations sur la peine, que là, tu fais témoigner ton client. Tantôt, il y a un autre qui m'a fait sourire, mais que quand tu fais une job de demander une absolution, là, tu fais témoigner ton client. Mais une job de drogue comme telle, le client ne témoigne pas. Là, il ne viendra pas dire que c'était du sucre. Là. Fait que tu travailles la preuve de la couronne, tu essaies de travailler l'interception, les mandats, mais ton client ne viendra jamais dire hey, moi, tous les paquets dans mon sol, j'étais sûr que c'est de la poudre à pâte. Là. Ouais. Non, tu peux bien essayer, mais tu sais, je pense pas que tu vas gagner ton procès. Là. Est-ce que y a des gens qui, quand ils mentent, ça lui paraît d'en face? Hein? Moi, je me sens... Puis j'imagine que dans ton métier, en plus, on doit développer ça encore plus. Là. Moi, j'écoute les nouvelles à la TV, puis je les sais s'ils sont coupables ou pas tout de suite. Des classes, tout. Il ouvre la bouche, là, mais tu sais, ça souffre de certaines exceptions. Là, c'est du jugement pur et dur, mais moi aussi, d'habitude, j'ai le flair pour. Une chose qui est drôle, moi, je prépare les témoignages de mes clients, tout le monde le sait, les juges le savent. Il n'y a pas un témoin au monde qui va à la cour pas préparé par son avocat, bord en bord, là, préparer des heures. Là, de l'habillement jusqu'aux paroles?
Et souvent, tu sais, je vais leur dire de s'habiller de telle façon, mais surtout jusqu'aux paroles ou aux réponses. On leur apprend à répondre. Puis, tu sais, ça, Tu poses énormément de questions à tes clients quand tu les interroges. Moi, quand je les vois au départ dans mon bureau, là, je les prépare à tout ce qui est possible comme question, même ce que je trouverais qui serait vraiment tiré par les cheveux, pour voir leurs réponses. Pas leur dire quoi dire, voir comment ils répondent. Fait que, OK, tu vois, tu réponds comme ça, toi. Répondons de même à la place. Pas, je leur dis pas quoi dire, je leur dis comment répondre. Puis c'est les bons témoins qui font les bons procès parce que tu sais ce qui va arriver. Ce qui est vraiment capoté, c'est quand il sort de ce qu'on avait préparé. Puis moi, je leur dis, si on n'a pas parlé, ça n'existe pas, OK? Puis là, des fois, il y en a qui se trouvent particulièrement bons. Moi, ça paraît pas quand je mens. Ils partent. Freestyle. OK. Moi, je sais pas ce qu'il va dire. Puis là, je le regarde. Puis là, tu sais, je me touche l'oreille en signe de arrête. Puis là, il continue. Là, ça, c'est loose cannon. C'est là, tu sais. Puis qu'après ça, 3/4 du temps que ça m'est arrivé, il se retourne bien fier en bombant le torse. Puis là, t'es comme, non. À cause de ça, on va perdre la cause. À cause de ça, là. C'est ça. Parce que le procureur de la Couronne, lui, ce qu'il veut faire, c'est faire perdre la crédibilité à ce que le gars, il dit. Mais tu peux la perdre sur ton histoire principale, mais tu peux la perdre sur une niaiserie. C'est ça. Si tu t'es tellement clair que tu portais un T-shirt noir, que tu as bu telle chose, que tu as fait telle chose, sacrément, dis-moi qui t'étais. Alors ça, je me rappelle pas. Ah bon? Ça m'est arrivé, moi, je contestais un ticket de vitesse. Je me souviens encore que j'avais pogné dans la binière et mettais un méchant ticket de vitesse, là. Puis je me défendais moi-même. Et j'arrive à la cour, puis là, bonjour, là, il te nomme, c'est quoi votre métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis ton âge, puis je me souviens très bien, j'étais avec mon père, puis je me vais, puis j'ai quel âge, moi, 20, 21, j'étais plus certain. Fait que j'ai 21, 1968, OK? Puis là, après ça, là, ça commence, puis là, je dis au policier, j'ai dit, c'est pas vrai, je me souviens très bien, je roulais 68, pas 108, tu sais. Fait qu'il dit, vous êtes sûr de ça? J'ai dit, je m'en souviens très bien. Il dit, tantôt, on vous a demandé votre âge, puis vous vous êtes tourné vers la personne en arrière pour nous donner votre âge. Il dit, c'est drôle, hein, qu'un vous en souvenez, l'autre non. Coupé à la banque, votre âge. Ah, mais ça prend pas grand-chose. T'as même pas parlé de la cause, puis t'as déjà perdu le juge. Ouais, c'est ça. Exemple, moi, je leur dis à mes clients, tu te rappelles de cette journée-là parce que c'est une journée que t'as été arrêté, puis tu te fais pas arrêter à tous les jours. C'est significatif. Tu sais, mettons, tu te fais arrêter pour la première fois de ta vie, faire mettre les menottes, tour au poste, etc. Tu t'en rappelles. T'sais, c'est pas it's not a Tuesday night as usual. Tu t'en rappelles. Donc là, tu es capable de m'en parler de cette journée-là, de me dire qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait. C'est une journée particulière dans ta vie. L'erreur que des fois les clients font, ils disent, moi j'ai une excellente mémoire, je me rappelle très bien de cette journée-là, qu'est-ce qui est arrivé. Là, ils en parlent, qu'est-ce qui est arrivé, c'est correct, c'est une journée spéciale. Question à 1000$. Le lendemain, qu'est-ce que tu as fait? C'est une journée plus tôt, en fait. Si t'es si bon dans ta mémoire, tu es encore plus frais à ta mémoire. Ils n'ont pas une crise d'idée qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain. Parce qu'il n'est rien arrivé de spécial. Fait qu'en faisant juste dire, j'ai une immense bonne mémoire, là, tu viens de te planter. Tu aurais juste dire, ben, cet événement-là, je m'en rappelle bien. Parce que c'était marqué. Parce que je m'étais bien fait arrêter. Puis depuis ce temps-là, je dépense avec un avocat. Puis qu'il me dit que je vais peut-être avoir un dossier criminel, etc. Nicolo. J'ai la question plate, Vincent. J'ai vu beaucoup de films, mais j'imagine que ça doit quand même vous arriver dans votre métier. Vous faites libérer quelqu'un, puis, cas fictif, il tue un enfant ou une personne, où il y a une récidive d'un... Comment on vit moralement avec ça? C'est quelque chose qui vous fait douter? Est-ce, dans votre pratique, autrement dit, ça vous fait-tu hésiter des fois de... Ben, c'est une super bonne question. Moi, pour pas avoir à me déchirer personnellement et dans mes valeurs, je fais pas d'agression sexuelle puis pas de dossiers qui ont lien avec la pédophilie ou la pornographie ou etc. C'est peut-être super prétentieux ce que je vais dire, mais ça me tente pas de leur vendre mon talent à ces gens-là, respectueusement soumis. Non, mais on comprend très moi, bien. Personnellement, je travaille dans une espèce d'hydre. OK, une hydre, c'est une affaire à plein de têtes, pardon. Oui. Il en coupe une, il en pose deux. Je change rien, moi. Je comprends. Moi, je change rien. Je suis là pour faire rouler ce système-là. Moi, ce que je trouvais plus difficile, puis j'ai été obligé d'en faire au début de ma pratique, tu sais, quand t'as faim, puis t'as besoin de dossier, puis j'aimais pas ça. Puis j'aimais pas ça contre-interroger les victimes, puis leur faire, tu sais. Puis moi, c'est ça ma force, je suis bon en contre-interrogatoire, je fais chier le monde en contre-interrogatoire, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que moi, je refais vivre ces enfers d'enfance, puis tu sais. Puis je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, puis pire que ça, j'aimerais pas ça, m'en acquitter un.
pour que dans 5 ans, parce que souvent, quand on acquitte des clients, ils sont galvanisés après ça. Moi, j'en ai beaucoup de clients, là, que le premier dossier, ça a bien marché, un acquitté, là, il y a un license to kill. Tu sais, les gens, ils pensent Ils que... se sentent moi, j'ai rien qu'à appeler Vincent. OK, donc ça diminue le message. Ben oui, Une des affaires de la cour, le but, c'est la dissuasion. Sauf que quand t'es acquitté, que t'es pas dissuadé, t'es galvanisé. Là, tu te dis, tiens, Don Teflon. Je veux dire, il n'y a rien qui stick. Fait que moi, ce que j'aurais plus peur en matière d'infraction sexuelle contre les enfants, tu n'acquittes un, puis Chris, 3 ans plus tard, il en tue un. Ouais, c'est ça. Tu te dis, avoir mal fait ma job, il n'aurait pas tué l'autre. Vincent, parle-nous un peu d'Éric Légaré. Oui, Éric Légaré, ça a été un cas qui a été vraiment dur. Tu y repenses encore maintenant, même si ça chaque fait fois que quelques je temps? passe par François de Laval, OK, là, attends un peu, moi, donc, Éric Légaré, c'est le gars qui a tué 4 personnes au feu de circulation à François de Laval, dans Beauport. Exact. Et toi, tu l'as défendu? Moi, je l'ai représenté pour une représentation sur la peine. Il n'a jamais contesté sa culpabilité. De toute façon, il n'était pas équipé pour le faire. Il y avait des vidéos à partir du bar du ministère du Transport. Puis il y avait de la place pour reculer un trailer, puis il reculait dans le char. Il n'y avait rien pour lui là, pour faire un procès. Moi, quand j'ai accepté le mandat, j'ai dit je vais essayer d'avoir la plus petite peine possible. Mais il y avait quand même 4 personnes qui étaient mortes, puis la salle était bondée, puis même si c'était pas un procès devant le jury, j'ai fait une adresse, j'ai demandé au juge la permission de m'adresser au jury, aux personnes dans la salle, qui étaient peut-être une centaine de sa famille, ou 50 au moins. J'ai dit, tu sais, un médecin, ça va réparer un violeur ou un tueur qui est amené devant lui. Il l'aime pas nécessairement, mais il répare. C'est ça sa job. J'ai dit, moi, j'ai une job à faire. C'est pas de minimiser ce que vous vivez. C'est de vous montrer qui l'a fait, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire pour que vous soyez content, puis que lui, il se fasse pas trop varloper non plus en termes de sentence. Mais ça, c'était rough parce que c'était tout du monde qui a perdu leurs enfants. Moi, je pars de famille. C'est un chemin que je prenais tous les jours à ce moment-là. Je suis déjà arrêté X millions de fois au McDonald's après la gym, chercher des hamburgers pour les filles parce qu'on n'a pas le temps pour le souper, etc. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Puis ce gars-là s'est pas levé le matin en disant que tu m'as tué 4 personnes. Ce gars-là s'est levé le matin, il est allé travailler, il a dîné, il a trop bu, il a fait des erreurs. Ça, c'est dur parce que versus des gens du crime organisé qui sont en prison, puis il n'y a pas de problème. Ils ont leur win. Ils payent leur dû. Leurs affaires, ça va bien. Là, moi, j'entends qu'ils disent alors, je suis super bien, moi, dans ma wing. Là, lui, il est pas dans... Là, ce que tu me dis, c'est que Légaré est condamné, puis il n'est pas dans un camp de vacances. Là. Non, il n'est pas dans un camp de vacances parce qu'il connaît personne. C'est vraiment un citoyen. Là. C'est un gars qui est un paléontologue. Là, je veux dire, il a pas, il est gros comme un très jeune homme. Je veux dire, il n'a pas tout à fait ce qu'il faut là, pour aller au pénitencier. Puis nous, on essayait de sauver, mais on savait que c'était pas possible de sauver du pénitencier. La plus haute jurisprudence, la plus basse, c'était de 12 ans. On se battait contre 12, 14, 16. Le procureur voulait, je pense, 20 ou 25. 20, il allait loin un peu, là, mais il y avait quand même... C'était triste. Là. Toute la famille était morte. Là, il projetait les photos. Pendant toute l'audience, il y avait les photos des victimes qui étaient projetées en continu sur les écrans. Il y avait beaucoup de show là-dedans. Puis je l'ai fait avec mon associé, Maître Julie Bégin, puis tous les soirs, on se le disait, on disait, c'est un beau mandat, là, mais il est tough, ce mandat-là, parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est ça. Mais là, à ce moment-là, donc, il a obtenu une sentence de... Il me semble qu'il y a eu 16. Oui. Il y a eu 16. Moi, je voulais qu'il y ait 14. La couronne voulait qu'il y ait 20. On a eu mi-figue, mi-raisin, à peu près tout le monde. Mais tu sais, c'est un cas difficile à plaider. Puis tu veux pas avoir l'air de l'avocat qui va comme poser des questions qui n'ont pas d'allure à la famille, à la victime ou plein. Ben oui, puis tu le sais que c'est un fléau social, là. Est-ce que après la condamnation, puis là, il s'en va en prison pour toutes ces années-là, en tout cas, pour en faire une partie, est-ce que vous avez d'autres contacts avec ces clients-là? Ben, lui, particulièrement, j'ai été un bout à l'appeler parce que je le voyais mal faire du pénitencier, puis je m'inquiétais un peu là, qu'il fasse un geste regrettable. Finalement, il s'est bien placé. C'est qui se ressemble, ça semble. C'est mis avec d'autres mondes qui n'avaient pas vraiment d'affiliation quelconque, là, mais j'ai été une couple de semaines à faire un check-up sur lui et ses parents parce que c'est quand même... C'est un bout de rough. Lui, il a 40 quelques, début quarantaine, il va ressortir fin cinquantaine, début soixantaine, là, à toute fin pratique, sa vie active est terminée. Là, lui, mais il en a tué 4 pareil. Puis je veux dire, j'aurais jamais suggéré moins que ce que ça valait. Ce qui était pathétique là-dedans, c'est que toute la famille au complet, il passe. Là, c'est pas 2 dans... Ça serait pas moins pire, 2 dans un char, 2 dans l'autre char, mais là, les 4 ensemble. Le père, le grand-père qui a perdu tout son monde au complet. Mais est-ce que dans un cas comme...
pas nécessairement celui-là. Je veux pas identifier personne. Mais est-ce que des fois, en parlant avec les gens, c'était un dessin en construction? Dans le sens où, tu dis, il s'est pas levé ce matin-là pour en tuer 4, mais qu'il y a des gens, selon leurs agissements, qui à un moment donné, l'entonnoir va se refermer, puis il va arriver à ça. Tu sais, il vivait des problèmes. Là. C'était pas la première journée qu'il prenait un verre, certain. Non, t'as raison, puis je l'ai déjà vu dans d'autres dossiers. Le gars se fait arrêter pour une faculté affaiblie, t'as remis en liberté, hop, une deuxième pendant les procédures, remis en liberté, plus tough un peu. Puis, boum, pendant les procédures encore, une faculté affaiblie avec un accident, avec des blessés, etc. Tu sais, des fois, t'es voilé. Des fois, tu vois, tu sais, qu'ils ont la maladie d'alcoolisme, la toxicomanie, t'es voilé, t'essaies de les diriger, mais tu peux pas vouloir plus qu'eux autres. Mais contrairement à ce que le monde pense, tu sais, moi, je trippe pas quand un client récidive. Je suis pas content de revoir un client. Pas que je suis pas content, mais j'espère que mes clients... c'est pas ça ton Tu comptes pas sur la récidive moi, là, pour ta business. Moi, je vis du misery business. La plupart de mes chums dans la restauration, ils vivent du happy business. C'est-à-dire, viens manger, viens me voir, ramène ta femme, tes amis. Tu comprends? Moi, je souhaite à personne de faire affaire avec moi. Parce que, 1, c'est cher, 2, il y a des conséquences, 3, ça va changer, c'est certain, une grosse partie de ta vie. Fait que moi, quand j'ai fini un dossier et que le gars a gagné ou il y a une bonne sentence, je suis tout content pour lui, j'espère pas le revoir. Malheureusement, il y en a un pourcentage qui revient. Les gens du crime organisé, ça, c'est du récurrent. Là. Ça, Sont-ils différents des autres? Ça, je me demandais. Ils sont plus demandants. OK. Beaucoup plus polis. Ah. Il y a quand même encore, dans les plus vieux, là, il y a quand même encore un gros respect des avocats versus les plus jeunes qui vont dire, tu sais, quasiment « Salut Vince ». La première fois que je leur parle, je suis comme... OK, on va y aller pour Vincent, au moins, là, tu sais. Maître, pas obligé, mais Vincent, là, je te connais pas. Là. Exemple, les gens plus âgés du crime organisé, là, mettons des membres, etc., c'est toujours bonjour maître. Toujours. C'est la... Puis eux non plus veulent pas qu'on soit trop proche. Nous non plus, parce que tu te retrouves dans des dossiers que t'es sa filature avec un, avec l'autre, tu te retrouves en conflit d'intérêts parce que, etc. Fait que, tu sais, eux autres aussi, ils veulent qu'il y ait une distance pour pas perdre leur avocat. Toi, tu veux pas être trop proche parce que si t'es l'ami, tu peux être mal pris. L'ami charge moins cher que l'avocat. Fait qu'il faut que tu sois l'avocat friendly, mais eux aussi, ils veulent que tu sois un petit peu séparé. Ils veulent la distance. Eux autres aussi, parce qu'ils veulent pas te perdre comme avocat, puis ils veulent pas non plus, contrairement à ce qu'on voit dans les films, là, je sais pas pour la mafia, là, mais ils nous disent pas leurs crimes, là, les gars. Là, je veux dire, on n'est pas leurs confidents. Là. Ils arrivent, tu sais, puis on veut pas le devenir non plus. Là, je veux dire, moi, j'en sais assez de choses dans ma tête pour pas en rechercher d'autres de plus. Là. On ne débordera pas de ce qu'il y a dans la preuve c'est ça, du procureur. On ne débordera pas de ce qu'il y a là déjà, là, puis je n'ai déjà suffisamment là, pour pas en avoir besoin de toutes tes confessions. Là. Bon, j'aurais encore 1000 questions, mais le temps file. Vincent, tu vas revenir nous voir? Ben, tu peux me réinviter quand tu veux pour les 1000 questions. C'est sûr, certain. Dernière affaire, je veux savoir. Mettons, je me suis fait arrêter hier, je débarque dans ton bureau. Attends un peu, là, un crime quand même sérieux. On va rester, mettons, dans le trafic de stupéfiants. On va finir ça quand? Tu sais, je sais que c'est pas toi qui décide, là. Les délais, ben, je vais te faire un petit bond avec quand je te disais, quand on retarde un dossier, ben, tu sais, c'est à l'avantage du client. Ouais. S'il se plante pas, tu sais, moi, je vais demander, c'est des squelettes dans le placard, là. Si c'est des squelettes dans le placard, je leur mettrai pas en liberté 2 ans, là. Je veux dire, je vais faire ça short and sweet. Mais, normalement, on prend les délais au complet de Jordan, à peu près, là, 18 mois pour une procédure sommaire, 30 mois pour une procédure par acte criminel. C'est rare qu'on les prend pas au complet, ces mois-là, d'habitude. À part si tu veux régler bien vite, ton client veut régler vite. Normalement... Là, tu te rends proche de la ligne. Ben oui, parce que tu sais, c'est pas comme fatal là, quand tu arrives à 30 mois, tout est fini. Il faut que les délais soient imputables au système ou uniquement à la couronne. Moi, j'ai des dossiers que ça fait 5 ans qu'ils roulent, puis j'ai pas de problème de délai. Là. On a renoncé aux délais. C'est des gros dossiers, mais les délais, Jordan, ont changé notre dynamique beaucoup. On se fait beaucoup presser d'agir plus rapidement. Overall, qui ça sert, je le sais pas. Les couronnes sont débordées, les juges sont débordés, les avocats on fournit plus. Je sais pas c'est à l'avantage de qui, parce que ce monsieur-là, Jordan, c'est une exception parmi tant d'autres. Je veux dire, il avait été quasiment oublié dans sa cellule, puis il y avait pas de procédure qui s'en venait pour jamais. C'était pas des cas fréquents. C'était pas un genre day-to-day base client, là. C'était vraiment une exception. Puis là, c'est rendu ça la question principale. Ils avaient pas te le dire. Avant même de savoir s'il est coupable, y a-t-il un problème de délai?
Fait que, tu sais, avant, c'était es-tu coupable ou non, puis on verra après, là, c'est va-tu péter les délais, lui. Fait que, Mais vous autres, vous pouvez pas ralentir volontairement on de peut, cause. des on fois. peut, Ben en oui. renonçant au délai. Ouais, mais il faut qu'il renonce au délai. Tu sais, mettons, j'entendais dans le 5 heures à matin, Robert Miller, ses avocats ont encore... Ça, c'est le vieux monsieur de... Il y a le Parkinson, puis tout ça, là, c'est ouais. ça, Ouais, le mais... stratagème d'exploitation sexuelle du côté de Montréal, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mais lui, oui, il a le Parkinson, puis on le dit quand même très malade, mais c'est même pas à cause de ça, là, de ce que j'ai compris, C'est les du temps pour bases... se préparer. C'est ça. préparer sa Prendre défense. connaissance de la preuve, ouais, un peu en lien avec sa condition, mais peu importe. Donc ça là, reste ça. lui ne pourra jamais demander un arrêt de Jordan, parce que c'est de son côté qu'on demande des délais. Il va mourir avant. Tu peux pas invoquer Honnêtement, tes propres délais à toi. Non, c'est ça. C'est soit, à part si c'est indépendant de ta situation, je sais pas, ton client il est malade, mais en même temps, non, ton client est malade, ça serait ses délais à lui. Donc, c'est vraiment quand la couronne n'est pas capable de te donner ta preuve ou quand elle n'est pas capable de te fournir ce que tu as besoin légalement puis que tu es entitled to have, selon la loi, tous les antécédents, les ci, les ça. C'est rare là, que pendant 30 mois, la couronne elle va s'asseoir sur ses mains et qu'elle te donnera pas ce que tu veux. Là. Moi, je l'ai jamais vu. Là. Il y a un cas notoire là, d'arrêt des procédures dont je n'irai pas plus loin, mais que c'est le seul que j'ai vu à Québec qui était vraiment sur les délais purs. Sinon, ça court pas les rues, les Jordan. non C'est plus, ça, là. hein, c'est pas si fréquent. Non. Alors, Maître Vincent Momigny, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. C'est moi qui vous Puis remercie. tu vas beaucoup. revenir, c'est sûr, je te le Yes. dis. J'avais encore trop de questions, mais là, le temps file. C'était Maître Vincent Momigny, il est avocat de la défense au niveau criminel ici dans la région de Québec. Bougez pas. Karen, Nico, Pierre et Ray en semaine 6h au 93. La radio qui fait parler.